Le marché des VR vient de se retourner. Les concessionnaires, qui se vantaient autrefois de listes d'attente, réduisent maintenant les prix et supplient les acheteurs. Les lots débordent, les usines ralentissent et les propriétaires qui ont acheté au plus fort de la demande voient les valeurs s'effondrer du jour au lendemain. Ce n'est pas seulement un ralentissement, c'est une réinitialisation. Et si vous possédez ou prévoyez d'acheter, les prochains mois pourraient décider si vous économisez ou perdez des milliers. Choc des prix de 120 000 à 25 000. Un modèle Keystone Montana 2021 qui s'est vendu 120 000 $ pendant le boom de la pandémie est maintenant listé à 25 000. Les unités de 5e roue, qui étaient autrefois derrière des cordons de velours, sont garées dans des rangées de liquidation avec des autocollants fluorescents à vendre. Les modèles d'occasion qui se négociaient 50 000 il y a 2 ans rapportent à peine 28 000 aux enchères. L'effondrement ne se limite pas à une seule marque ou un seul État, il balaie le pays. Les concessionnaires admettent qu'ils réduisent pour les prix jusqu'à 70% juste pour libérer de l'espace et arrêter de payer des intérêts sur les stocks invendus. Les chiffres prouvent qu'il ne s'agit pas seulement d'un ralentissement saisonnier, c'est un effondrement structurel. Et qu'est-ce qui a forcé les concessionnaires à lancer ces soldes de liquidation? C'est ce qui suit. Le boom de la pandémie qui a créé la bulle. Les racines du crash d'aujourd'hui ont commencé il y a 4 ans, lorsque les confinements ont transformé les autoroutes en voies de fuite. Plus de 600 000 VR sont sortis des chaînes de montage en 2021, le volume le plus élevé de l'histoire. Le télétravail et les stimuli gouvernementaux ont inondé les ménages d'argent. Les familles qui n'avaient jamais fait de camping voulaient soudain leur propre espace mobile loin des foules. Les concessionnaires se sont épuisés, les usines ont ajouté des quarts de travail de nuit et les fabricants se sont vantés de listes d'attente s'étalant sur 6 mois. La ruée semblait irrépressible, mais elle n'a jamais été durable. Les gens qui avaient acheté pour fuir les restrictions ont cessé de voyager une fois les vols repris. La production a continué longtemps après que la demande se soit refroidie. Les constructeurs ont fait des compromis pour respecter ces mêmes raccourcis hantent actuellement les propriétaires. Si ce crash de RV vous choque autant que les propriétaires, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire ci-dessous. Quel prix voyez-vous chez vos concessionnaires locaux en ce moment? Les chiffres du DataCliff racontent l'histoire mieux que les slogans. Selon l'association de l'industrie RV, les expéditions totales se sont effondrées de plus de 600 000 unités en 2021 à environ 333 000 en 2024. Une baisse de près de la moitié. L'indice des RV d'occasion de Black Book montre des prix en baisse de 25% par rapport à leur sommet pandémique. Le dernier rapport sur les résultats de Winnebago a révélé que les ventes avaient chuté de plus de 50% en seulement 12 mois, les bénéfices étant réduits à une fraction de ce qu'ils étaient. Tour Industries a signalé des baisses similaires, réduisant les prévisions pour les 2 prochains trimestres. Le glissement reflète le ralentissement économique plus large. Les dépenses discrétionnaires, la catégorie qui couvre les loisirs, les bateaux et les RV, sont les premières à se fissurer lorsque l'inflation frappe les épargnes. Les concessionnaires disent que le trafic piétonnier a chuté de près de la moitié entre 2022 et 2024. Tous les graphiques pointent dans la même direction, vers le bas. La soi-disant renaissance en plein air a pris fin, laissant des rangées de rigs inutilisées cuire au soleil. Mais ce n'est pas seulement les prix qui baissent, c'est le financement qui étouffe les acheteurs. Le piège des taux d'intérêt. Même avec d'énormes rabais, le coût de la propriété ne cesse d'augmenter. Les taux de prêt moyens pour les RV se situent désormais entre 8 et 10%. Pour un modèle d'occasion à 50 000, un prêt sur 10 ans peut se traduire par des mensualités de plus de 1 200 $. Pour de nombreux acheteurs à revenus fixes, c'est plus élevé qu'une hypothèque. Les concessionnaires chuchotent à propos de clients qualifiés qui s'en vont après avoir vu les devis de financement. Les caisses de crédit resserrent les approbations et les prêteurs exigent des apports plus importants. Le résultat, les rigs restent plus longtemps, les intérêts s'accumulent et les concessionnaires réduisent encore plus. Les coûts d'entretien ajoutent l'insulte à l'injure. Les réparations qui coûtaient autrefois quelques centaines de dollars s'élèvent. Ce qui était commercialisé comme une aventure abordable est devenu un piège à dette sur rousse. La confiance entre les constructeurs, les prêteurs et les acheteurs se fissure rapidement. Ensuite, voyez ce que cette pression fait aux concessions elles-mêmes.
embouteillage de l'eau à travers le Midwest, des kilomètres de béton brillent sous le poids des véhicules invendus. Les concessionnaires, qui se vantaient autrefois de listes d'attente records, fixent maintenant des rangées d'unités toutes neuves qui cuisent au soleil. Le problème n'est pas une pénurie, c'est une inondation. Les prêts sur le plan, les lignes de crédit que les concessionnaires utilisent pour constituer des stocks, sont passés de bouées de sauvetage à ancre. Chaque véhicule coûte des centaines de dollars par mois rien qu'en intérêt. Multipliez cela par quelques centaines d'unités et une concession saigne des milliers avant qu'une seule vente ne se conclue. Les gestionnaires marquent les pare-brises d'étiquettes rouges « Stock vieilli », un compte à rebours silencieux vers la catastrophe. Les salles d'exposition vides cachent la véritable histoire à l'extérieur. Des cours tellement pleines que les employés se garent dans les rues voisines. Plus une unité reste, moins elle vaut, forçant des remises qui rondent chaque marge. Certains lots fonctionnent désormais à flux de trésorerie négatif, vendant en dessous du coût juste pour payer les banques, et ces remises font chuter les valeurs d'occasion plus vite que prévu. Chute libre des reprises. Le crash ne se limite plus au nouveau stock. Du côté de l'occasion, le fond est complètement tombé. Les commissaires-priseurs signalent des offres basses et des ventes en hausse, alors que les propriétaires refusent d'accepter des offres de moitié de ce qu'ils doivent encore. Un message sur le forum Reddit RV montre un couple au Texas essayant de vendre leur 5e roue achetée pour 80 000 $. Le meilleur devis de reprise qu'ils ont reçu était de 35. Pour conclure l'affaire, ils devraient apporter de l'argent comptant. Sur Facebook Marketplace et les lots des concessionnaires, l'histoire se répète. Des centaines d'annonces traînent semaine après semaine avec des prix rabattus de milliers, mais les acheteurs continuent de défiler. Même les cours de saisie sont engorgés, avec des camions de transport garés en attendant de la place. C'est ce qui se passe quand l'offre dépasse la demande. Chaque échange devient une perte. Les concessionnaires hésitent à prendre des stocks d'occasion, sachant qu'ils pourraient rester encore 4 vignes. Usines frémissent. À l'intérieur des usines du nord de l'Indiana, les échos des cloueuses et des scies se sont estompés. Winnebago Industries a signalé une baisse des ventes de plus de 50% par rapport à l'année dernière. Thor Industries, l'autre grand constructeur, a suivi avec des chiffres similaires et un avertissement selon lequel la production se réduira à nouveau avant le printemps. Les licenciements ont balayé le comté d'Elkhart, où près de la moitié de la main-d'œuvre locale dépend de l'industrie des véhicules de loisirs. Les parkings, autrefois bondés de camions de travailleurs, sont maintenant à moitié vides. Les communiqués des entreprises parlent de « redimensionner la production », un terme poli pour désigner la fermeture de lignes. La réaction en chaîne se poursuit le long de la chaîne d'approvisionnement. Les fabricants d'essieux, les ateliers d'ébénisterie et les fournisseurs de sièges réduisent les heures ou ferment complètement. Chaque chèque de paie manquant se répercute dans les dîners, les quincailleries, les concessions automobiles et les stations-service qui dépendent des salaires des usines. Ce qui semblait être un simple ralentissement est devenu une récession régionale qui s'étend du nord de l'Indiana au sud du Michigan. Les sièges sociaux le présentent comme temporaire, mais les habitants se souviennent de 2008, lorsque des coupes temporaires similaires se sont étirées pendant des années et ne se sont jamais complètement inversées. S'ils coupent aussi profondément maintenant, que se passe-t-il pour les travailleurs, les écoles et les villes entièrement construites sur les véhicules de loisirs? Le gel des ménages. Pour les Américains ordinaires, les comptes ne fonctionnent plus. Les épiceries, les loyers, les assurances et les services publics ont grimpé plus vite que les salaires. Après 2 ans d'inflation, un couple retraité vivant avec un revenu fixe ne peut pas justifier un paiement de véhicule de loisirs de 1 000 $. Les familles plus jeunes qui jonglent avec les prêts étudiants et les notes de voiture se sont retirées du marché complètement. Le rêve de prendre la route est remplacé par la réalité de garder les lumières allumées. Les concessionnaires le remarquent. Le trafic piétonnier des acheteurs sérieux est réduit à un filet, et les demandes se terminent maintenant par la même ligne. Peut-être l'année prochaine. La culture qui a autrefois glorifié la vie en van semble hors de portée pour la plupart. Ce n'est pas que les gens ont arrêté d'aimer les voyages, ils ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Les fabricants ont été construits pour une demande sans fin, mais un couple retraité en Arizona a financé un Jayco Eagle pour 85 000 $ pendant la pandémie, convaincu qu'il pourrait ne voyager à temps plein. Aujourd'hui, le même modèle est estimé à 38 000 $. Ils ont essayé de refinancer pour réduire les paiements,
mais ont été rejetés car la valeur de la garantie s'était effondrée. Maintenant, ils font face à un solde de près du double de ce que le marché paiera. La vente signifierait d'écrire un chèque à la banque juste pour rendre les clés. Les forums regorgent d'histoires, comme la leur. Des gens avec un bon crédit soudainement piégés dans une dette roulante. Pour certains, le RV reste inactif, car même le carburant et l'assurance sont inabordables. Le rêve de la liberté routière sans fin s'est transformé en un ancrage financier immobile. Ils regardent les petites annonces se remplir de véhicules dont les prix baissent chaque semaine. Mais tandis que les propriétaires se nuancent, les acheteurs en espèces préparent leur mouvement. Opportunistes en espèces. Pour chaque vendeur qui étouffe, il y a un acheteur prudent qui attend le moment parfait. Ce sont les chasseurs de valeur, des gens qui ont gardé leurs économies et cherchent maintenant sur les lots des concessionnaires des véhicules de moins de 30 000 $. Ils apportent de l'argent comptant, sautent le financement et savent exactement quelles années de modèles tiennent lorsque d'autres s'effritent. Ils vérifient les joints de toit, la rouille du cadre et l'infiltration d'eau avant de serrer la main. Beaucoup sont des mécaniciens retraités ou des acheteurs novices devenus inspecteurs amateurs, apprenant que la patience est un profit. Un véhicule solide construit avant la ruée de la pandémie peut maintenant être obtenu pour une fraction de son ancien coût. Mais l'argent intelligent reste prudent. Ils savent que les frais de stockage, la hausse des primes d'assurance et la dépréciation cachée peuvent effacer un bon marché plus vite qu'un mauvais moteur. Ils vérifient les dates des pneus, les joints de toit et la durée de vie de la batterie avant de serrer la main. La plupart s'éloignent des écrans tactiles flashy, des glissières électriques et des panneaux composites minces, se concentrant plutôt sur des systèmes simples qui durent. Leur optimisme est prudent, ancré dans des feuilles de calcul, pas des slogans. Pourtant, chaque transaction cache un risque, surtout pour les gens qui construisent ces véhicules aujourd'hui. Ville de répercussion. Nulle part ce risque n'est ressenti plus vivement que dans les villes d'usines du nord de Louisville. Les quincailleries signalent moins de ventes, les propriétaires fonciers voient des loyers en retard et les collectes de fonds des lycées peinent à obtenir des dons. L'ensemble de l'économie locale s'incline lorsque la production ralentit. Pour les fournisseurs, la douleur est plus profonde. Les petites boutiques qui fabriquent des portes d'armoire, des faisceaux de câblage et des coussins en mousse ne peuvent pas survivre sans grosses commandes. Quand celles-ci s'arrêtent, les travailleurs rentrent chez eux, incertains des hypothèques et de l'assurance maladie. Les économistes appellent cela une correction sectorielle. Les résidents appellent cela un effondrement. Washington pourrait voir un cycle économique normal, mais ici, chaque licenciement est personnel. Et pourtant, les décideurs politiques appellent cela un atterrissage en douceur. Pas pour ces villes. Avant de partir, appuyez sur « S'abonner », car la prochaine vidéo révèle quel concessionnaire liquide discrètement des engins ce mois-ci, et vous voudrez le savoir avant que ces affaires cachées ne disparaissent du jour au lendemain. Réinitialisez les signaux. Certains signes suggèrent que la chute libre pourrait s'atténuer, bien que la reprise ne viendra pas rapidement. La Réserve fédérale laisse entendre des baisses possibles des taux d'intérêt plus tard cette année, ce qui pourrait faire baisser les mensualités et raviver une demande limitée. Les fabricants réduisent discrètement le nombre de modèles qu'ils proposent, en supprimant les fonctionnalités qui ont ajouté des coûts mais peu de fiabilité. Les jours de stock commencent à se raccourcir car les concessionnaires cessent de commander de nouveaux stocks jusqu'à ce que les arriérés soient résorbés. Les analystes de l'industrie disent qu'il faudra au moins encore 12 mois pour que l'offre et la demande se réalignent. D'ici là, les prix restent volatiles et les acheteurs restent sceptiques. Le marché ne guérit pas, il se réinitialise de fond en comble. Les constructeurs qui survivront à ce désastre seront ceux qui adopteront la simplicité, la transparence et des prix honnêtes au lieu de l'hype. Les consommateurs ne recherchent plus le luxe, ils recherchent la durabilité, des aménagements pratiques et un entretien peu coûteux. Lorsque les rangées de lots s'amincissent enfin, que les stocks d'occasion se stabilisent et que les lumières des usines recommencent à clignoter lentement, ce sera le premier signal authentique de la formation d'un fonds. D'ici là, la patience et la preuve valent plus que les promesses. Mais comment savez-vous quand le vrai fond est atteint? La réponse arrive ensuite. Surve. Lorsque le retard s'amincit et que les nouvelles unités cessent d'accumuler la poussière, l'équilibre commence à revenir. Le deuxième est la stabilité dans les guides de tarification d'occasion comme Black Book, où les baisses d'un mois à l'autre finissent par s'aplatir.
Le troisième est une hausse printanière du trafic des acheteurs qui se maintient jusqu'à l'été, et non une simple curiosité de week-end. Les données des enchères laissent déjà entrevoir ce changement, montrant des taux de liquidation s'améliorant légèrement après 2 ans de baisse implacable dans les principaux centres comme Elkhart, Dallas et Tampa. Les concessionnaires signalent une enchère plus compétitive, les remorques récentes et bien entretenues se déplaçant plus rapidement que jamais depuis l'effondrement du pic de 2023. Pourtant, un bref rebond n'est pas la même chose qu'une reprise. De nombreux modèles ne retrouveront jamais leur valeur d'antan, les garanties ont expiré et même si les prix se stabilisent, toutes les marques ne survivront pas à cette réinitialisation. Marques survivantes. Certains noms vont perdurer car ils ont construit leur véhicule avec retenue plutôt que dans le fast. La gamme Cougar de Keystone, le J-Flight de Jayco et le Catalina de Coachman ont survécu à des rivaux plus sophistiqués en s'en tenant à des châssis éprouvés, à des pièces standardisées et à des systèmes que n'importe quel atelier de réparation peut entretenir. Leur secret n'est pas le luxe, c'est la simplicité. Un réfrigérateur fiable et un toit étanche signifient plus pour le guerrier de la route prudent que n'importe quel panneau de contrôle tactile. Les propriétaires savent que, lorsque quelque chose se casse, les pièces de rechange coûtent des centaines, pas des milliers. Cette praticité leur vaut la fidélité même en période de ralentissement. Les concessionnaires le confirment. Ces modèles se déplacent le plus rapidement lorsque les acheteurs reviennent enfin, car ils promettent la prévisibilité, des factures de réparation plus faibles et une valeur de revente stable. Les entreprises qui les fabriquent ont tiré les leçons du dernier crash de 2008, en gardant la dette faible, en maintenant les relations avec les fournisseurs et en évitant une expansion risquée dans les segments de luxe. Ils seront probablement l'épine dorsale de la prochaine vague de reprise, ancrant la confiance des concessionnaires lorsque le crédit se détendra à nouveau. Pourtant, survivre ne signifie pas prospérer. Il y a une autre force à long terme qui façonne les baby-boomers qui prennent leur retraite, échangent leurs prêts hypothécaires, fixent contre des maisons roulantes, tandis que les jeunes familles voient les camping-cars comme un moyen d'échapper aux loyers astronomiques. La crise du logement a brouillé la ligne entre le véhicule de vacances et l'abri permanent. Tant que les prix des maisons traditionnelles resteront hors de portée, ce mouvement va s'amplifier. Cette demande ne correspondra peut-être jamais à la frénésie de 2021, mais elle sera plus stable et plus pratique. La prochaine génération d'acheteurs accorde de l'importance à l'efficacité, à l'économie de carburant et à la fiabilité, plutôt qu'aux gadgets et aux écrans tactiles brillants. Ils se soucient moins des toits solaires ou de l'éclairage d'ambiance et davantage de la facilité avec laquelle un véhicule peut être réparé au milieu de nulle part. Les constructeurs qui s'adapteront à cette mentalité trouveront un marché durable. Ceux qui continueront à poursuivre des marges de luxe disparaîtront discrètement. La crise n'a pas tué le rêve du camping-car. Elle l'a simplement ramené à la pratique et au réalisme. Et si vous avez l'œil sur un véhicule maintenant, le timing est tout. La différence entre un bon achat et un profond regret peut se jouer sur une seule saison. La décision. Nous revenons sur les mêmes lots où cette histoire a commencé. Des rangées de véhicules, des autocollants délavés par le soleil. Il y a 1 an, les fiches signalétiques affichaient 120 000. Maintenant, elles chuchotent 25. La question qui plane dans l'air est la même que celle à laquelle chaque acheteur est confronté. Est-ce le moment d'acheter ou le signal d'attendre? La réponse dépend de votre plan. Si vous avez de l'argent, un revenu stable et un budget clair pour le stockage et l'entretien, les prochains mois pourraient vous offrir des affaires de toute une vie. Mais si vous avez besoin de financement ou prévoyez de revendre dans l'année, la patience pourrait vous faire économiser des milliers. Parcourez le lot avec « Abonnez-vous maintenant », votre abonnement.